Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Eh bien, nous allons parler de quoi? Nous allons parler surtout avec quelqu'un que je suis très heureux d'accueillir, on a fait déjà des choses avec lui, c'est Renaud Bochart. Bonjour Renaud Bochart. Bonjour André Berkov. Vous êtes avocat, vous êtes franco-américain, vous avez été professeur associé à l'American University de Washington College of Law à Washington DC. D'ailleurs, vous vivez à Washington. Bien sûr, je vous ai rencontré la dernière fois que je suis allé, et c'était en novembre dernier, très exactement. Et vous êtes de passage en France parce que vous avez votre famille aussi en France, une partie de votre famille. Et justement, je voudrais qu'on parle de cette espèce de, je ne sais pas, alors les adversaires disent tsunami, les autres disent ouragan, les troisièmes disent ah non, c'est formidable ce qui se passe. Ces 15 jours, ça avait commencé un peu avant, mais depuis l'intronisation du 20 janvier, nous sommes le 4 février, ça fait pratiquement 2 semaines, et on a l'impression que ça fait 4 ans et demi avec les annonces et les mesures qui se succèdent, non pas tous les jours, mais toutes les heures. Alors comment c'est perçu aux États-Unis, Renaud Bochart? Alors, pour être honnête, je suis en France depuis le 23 janvier, donc pour une fois, je peux pas vous donner des informations de première main, des observations de mon propre cru. Donc je dois m'en remettre d'abord à ce que me dit mon épouse et ce que je peux consulter en lisant les médias américains et particulièrement les médias indépendants. Il faut surtout pas lire des journaux comme le New York Times ou le Washington Post et a fortiori. Ah oui, vous les aimez pas, hein, vous les aimez surtout pas. C'est vraiment, ce sont des médias de propagande. Donc pour là, je suis à partir des quelques sources d'informations fiables que je consulte, mais c'est la panique. Alors c'est la panique chez qui exactement? Soyons précis. D'abord, c'est la panique quand même dans l'administration fédérale. Vous avez quand même 2 millions de fonctionnaires fédéraux qui se sont vus proposer un départ négocié. 2 millions? 2 millions. Ils se sont déjà proposé un départ négocié. Exactement. D'accord. Vous avez des agences entières comme USAID qui sont fermées. Alors Trump a commencé par virer Manu Militari, escorté par la police vers la sortie les 56 fonctionnaires les plus haut gradés à USAID, et puis finalement il a fermé l'agence. Je rappelle quand même que USAID, c'était pour l'année 2023, c'était un budget annuel de 73 milliards. 73 milliards de dollars par an. On va en parler de la SAID justement avec vous et avec Grégoire Pupink en seconde partie, mais je voudrais savoir en fait cette espèce mais comment a été perçue, y compris effectivement dans les médias et ailleurs, cette espèce d'avalanche quand même qu'il y a eu depuis 15 jours. C'est-à-dire qu'il a fait quoi? Il a fait pour couper un peu la route tout de suite pour dire allez, on y va, on fait, on ferme. Parce que vous dites 2 millions, il faut le faire, disons qu'il a voulu ne pas reproduire les erreurs qu'il avait commises lors de son premier mandat. Où, en fait, ce qu'il a fait, c'est rétablir sur une bureaucratie qui est complètement hors de contrôle, un système de command and control. C'est-à-dire qu'en fait, il a fermé le gouvernement. Il a fait un shutdown du gouvernement. Oui, carrément, il a fermé le gouvernement. Oui, c'est un shutdown du gouvernement. Donc, il y a que les fonctions vitales qui continuent de fonctionner. Tout ce qui permet, en fait, d'acheminer des chèques vis-à-vis pour des gens qui sont tributaires de fonctionner la machine, de la sécurité sociale, qui est la retraite. Mais pour le reste, il a fermé le gouvernement. Il a, en même temps, et là, c'est très, très intéressant parce qu'il a pris possession des organes les plus stratégiques au sein du gouvernement via le DOGE. Et il a envoyé le DOGE, le Department of Governance Efficiency, Government Efficiency. Voilà, donc, le département de l'efficacité gouvernementale. Piloté par son comparse Elon Musk. Exactement.
Et Elon Musk a pris possession, a envoyé des équipes de petits génies. Il y a même des petits génies qui ont 17 ans, qui ont pris possession, qui sont installés à tous les étages de direction des centres stratégiques de toute l'administration américaine. Je pense particulièrement au Office of Personnel Management, c'est toutes les ressources humaines de l'administration fédérale américaine. Ouais. Et puis le système de paiement du Department of Treasury, du Trésor. Du Trésor américain. C'est tout. C'est le ministère des Finances, quoi. C'est le ministère des Finances, mais c'est tout ce qui permet de verser de l'argent public. Ouais. À tout ce qui est association, tout. Enfin, tout. Donc, il a pris possession de tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu, notamment au Department of Treasury, il y a eu une révolte. D'abord, le plus haut gradé du Department of Treasury a été convoqué pour qu'on lui a demandé de remettre les passwords, les mots de passe, du système de paiement. Il a refusé. Ouais. Et puis bon, finalement, il a été viré, il a été éjecté. Il les a donnés quand même. Et alors, on ne sait pas du tout quel est le statut de ces mots de passe, mais enfin, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on n'a pas. En principe, c'est comme en France, c'est une bureaucratie, une administration, c'est un système hiérarchique. Bien sûr. Oui. Donc, on lui a pas demandé quand même d'envoyer des centaines des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes vers des camps de la mort. On lui a simplement demandé de donner les clés du système de paiement, du système du Trésor. Donc, il a refusé. On n'est quand même pas devant un ordre illégal. Il est normal qu'une administration qui rentre en fonction ait accès au système de paiement. Pourquoi ? Parce que tout ça dissimule des choses complètement inavouables, comme on est en train de s'en rendre compte avec ce qu'on entend sur USAID. La plupart des Américains pensaient que USAID était quelque chose qui distribuait des repas de cantine à des enfants rwandais, et en fait, on s'aperçoit que ça finance des opérations clandestines dans un grand nombre de pays, que ça finance des organisations politiques. La dernière que j'ai vue, c'est par exemple en Pologne, Krystka Polityna, qui est le plus large réseau d'institutions et de militants progressistes en Europe centrale et de l'Est, et dont la mission est de construire une nouvelle infrastructure de gauche en Pologne. Et ce qui est le lendemain de la fermeture de USAID, elle dit mais nous n'avons plus de fonds pour fonctionner. Personne ne savait que USAID était là-dedans. Vous voulez dire qu'ils ont coupé le robinet du jour au lendemain, enfin dans l'heure qui suit. C'est ce qu'il a fait. C'était complètement inimaginable qu'une nouvelle administration puisse faire ça. Donc, oui, alors Renaud Bauchard, ce que vous dites, c'est que la fameuse référence à l'état profond, au deep state, qui comptait combattre, cette fois-ci, véritablement, il y a ce qu'il n'a pas pu faire, ou il n'a pas fait, en tout cas dans sa première mandature, Trump de 2016 à 2020, puis il y a eu après Biden. Là, il s'attaque vraiment au réacteur central, quoi. Ah oui, encore une fois, je vous dis, c'est un peu la comparaison de ce qui se passe avec cette administration Trump, c'est un peu comme si les États-Unis, et c'est l'impression qu'ont de nombreux Américains, moi y compris, pensaient qu'ils étaient gouvernés par une administration coloniale, et que nous sommes dans une décolonisation, et les colonisés ont pris possession des centres stratégiques de l'administration. Alors là, ça se fait de manière tout à fait pacifique. C'est une alternance politique, donc une alternance dans les urnes, mais ce qui était inimaginable, et ce qui ne s'est pas passé en 2016, c'est la prise de contrôle par l'administration entrante, l'administration de Trump à l'époque en 2016, qui s'était fait complètement dépasser par une bureaucratie entière qui avait fait sécession. Il a retenu la leçon, et cette fois-ci, dès les premiers jours, il prend contrôle complètement de cette administration fédérale, et il rétablit, encore une fois, ce que je disais, un système de command and control. Et on est en train, alors là, on nettoie les écuries d'Augias, on va avoir des révélations qui étaient inimaginables. Bon, rien que le fait que USAID, par exemple, ait financé et participé au financement des recherches de gains de fonction sur les coronavirus à Wuhan.
Personne ne savait Mais ça. est-ce que c'est sûr? Ça, c'est ce qu'a lancé Robert Kennedy Jr. Ce n'est pas des... je sais pas... Est-ce que ce n'est pas des... Je ne dirais pas du complotisme, mais est-ce que ce n'est pas des choses lancées comme ça? C'est basé sur des faits réels, on est sûr de ça? C'est basé sur des faits réels. Samantha Powers, qui était l'administrateur de USAID, qui était d'ailleurs l'ancienne ambassadrice de Barack Obama aux Nations Unies, a été auditionnée par le Congrès et elle a reconnu tout ce qui lui était demandé. Vous avez aussi sur USAID, bon, c'est pas tout. On apprend par exemple que USAID a fait que Lindsey Graham, le sénateur républicain, néoconservateur avéré et faucon de la politique étrangère américaine, était le directeur du International Republican Institute, qui est une entité à but non lucratif. Et on apprend que c'était financé par USAID. Ce qui est très intéressant, c'est que Lindsey Graham était un des principaux opposants côté républicain à la nomination de Tulsi Gabbard. Le lendemain des révélations sur USAID, le lendemain de la fermeture de USAID, Lindsey Graham dit apporter son soutien à la nomination de Tulsi Gabbard. Dès qu'on les épingle quelque part, ils disent ah oui non, on va y aller, etc. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, mais moi la question que je vous posais, vous dites 2 millions, mais il faut que vous savez, vous avez parlé au départ, 2 millions de fonctionnaires fédéraux se sont vus dire bon ben c'est fini, viré, etc. Sauf qu'il faut les remplacer les 2 millions. Enfin ils servaient pas tous à rien. Comment ça va se passer? C'est la question que se pose un grand nombre d'Américains. Mais oui, parce est-ce que l'administration fédérale américaine n'est pas une armée de bullshit job, pour reprendre l'expression de David Graeber? Est-ce qu'il servait à quelque chose ou pas? En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai été consultant de USAID et du Millennium Challenge Corporation, qui sont donc le Millennium Challenge Corporation est une autre agence d'aide au développement américaine. Je peux vous dire que vous pouvez supprimer la totalité des projets de USAID et de MCC. Les pays qui reçoivent de l'aide ne s'en porteront pas moins bien. J'ai vu l'administration fédérale américaine est une administration autoréférentielle. Alors une autre chose, c'est que c'est aussi un énorme réservoir de fonctionnaires qui étaient payés à faire du DEI. Diversity, équité et inclusion. Bon, ça a été une des premières mesures de Trump. Ça on sait, un décret présidentiel disant bon, je mets à pied la totalité des personnes qui occupaient des fonctions dans des départements d'EI. Mais ça concerne beaucoup de gens. Ces départements d'EI. C'est plein je connais pas les effectifs exacts des départements d'EI, mais il y en a partout. À tel point d'ailleurs que même, si vous voulez, USAID était devenue essentiellement une agence d'évangélisation woke quand ce n'est pas de subversion de gouvernement étranger. En tout cas, ce n'est plus une purge, c'est beaucoup plus que ça. Effectivement, espérons que personne ne sera envoyé en camp de rééducation, mais il y a quelque chose de très très profond que nous décrit Renaud Beauchard. On va en parler aussi avec Grégoire Pupink un peu plus tard. Après cette petite pause, restez avec nous, c'est absolument passionnant ce qui se passe et ça va réagir chez nous aussi. Au Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et nous sommes toujours avec Renaud Beauchard et nous aurons bientôt Grégoire Pupink pour parler de ce qui se passe. Je ne sais pas si on appelle ça révolte ou révolution ou changement de paradigme, en tout cas de ce qui se passe avec Trump aux États-Unis et qui va évidemment nous concerner, on le sait, dans les mois à venir. Alors, il y a quelque chose de très intéressant là, deux choses, Renaud Beauchard, ce qui s'est passé avec le Canada et avec le Mexique. Donc, utilisant les armes qu'on connaît, la guerre tarifaire, la guerre des impôts, la guerre des taxes, effectivement. Il dit voilà, on va taxer le Canada parce que c'est pas possible avec les infiltrations et le fentanyl. On va taxer le Mexique parce que c'est plus possible de recevoir les narcotrafiquants comme ils nous les envoient.
Et voilà, on va le faire. Et puis alors les autres réagissent. Trudeau, il dit, nous aussi, nous allons faire une mesure de rétention. La présidente du Mexique, la même chose. Et puis, patatras, hier, eh bien, tous les deux disent, oui, nous avons une discussion, chacun d'entre eux, enfin, Trudeau et Sheinbaum, avec le président Trump. Ça a duré 3/4 d'heure. C'était franc et c'était très clair. Eh bien, le Mexique annonce qu'ils vont déployer une armée mexicaine, c'est le cas de le dire, mais une vraie armée mexicaine aux frontières du Mexique des États-Unis. Trudeau dit oui, nous sommes arrivés à un accord. Est-ce que c'est ça vraiment la technique Trump, le deal? C'est-à-dire, j'envoie mes trucs, je dis voilà, je montre le rapport de force, et ensuite, alors Trump, du coup, a dit oui, nous retirons les sanctions, en tout cas pour un mois, pour voir ce qui va se passer. C'est the art of the deal. C'est vraiment la méthode traditionnelle de Donald Trump. On négocie. On utilise des arguments massus et puis on obtient des concessions. Là, en l'espèce, les concessions qui étaient attendues de la part du Mexique et du Canada, qui, je rappelle, sont les partenaires commerciaux dans le cadre de l'accord de l'ALENA. Oui. C'est les partenaires commerciaux privilégiés, oui. L'ALENA. Oui, donc là, il s'agissait de régler un certain nombre de problèmes aux frontières. Et notamment sur l'importation aux États-Unis de fentanyl. C'est ça. Opioïdes très dangereux. Donc on impose des tarifs douaniers de 25%, et puis finalement Trudeau et la présidente mexicaine calent, et puis on se retrouve avec une suspension des tarifs douaniers annoncés qui devaient rentrer en vigueur aujourd'hui. Hein. C'est ça, absolument. Donc ça c'est du Trump classique. Il a fait le même coup avec la Colombie. En expulsant un certain nombre de migrants qui avaient eu des problèmes avec la justice américaine, et puis à mi-chemin, le président, lorsque le vol de rapatriement de ces migrants était en l'air, le président colombien annonce qu'il n'accepte pas le retour des migrants. Trump lui dit je vous mets 50% de tarifs. Et du coup, il a envoyé sa propre flottille, le président colombien. Mieux que ça, en fait, c'est-à-dire que non seulement il a 50% de tarifs, mais il annonce aussi qu'il restreint les entrées à la frontière pour la totalité de la population colombienne. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez toute l'élite colombienne qui téléphone au président colombien en disant « Et moi, comment est-ce que je fais pour envoyer mon fils à Harvard ?» Et immédiatement, le président colombien recule. C'est très intéressant. Alors justement sur l'Europe, Renaud Bauchard, pour parler un peu de l'Europe, continuons. Donc lundi, il y a eu dirigeants de pays membres de l'Union européenne, du Royaume-Uni aussi, et secrétaire général de l'OTAN se sont réunis lundi pour une réunion rencontre exceptionnelle consacrée à la défense européenne. Et j'aimerais avoir aussi votre ressenti par rapport à ça. Donc il y avait les patrons, tout ça, etc. Et vous avez vu que Donald Trump a eu un sonore, Julien, très important. Regardez ce qu'il a dit sur l'Europe. Un journaliste lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de l'Europe. Vous voyez, on n'a pas ce sonore. Bon, écoutez, tant pis. Alors simplement, je vais le dire et lui demander alors, est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que vous allez faire avec l'Europe? Est-ce que vous allez faire des sanctions tarifaires et autres? Et Trump lui dit, vous voulez la réponse politique ou vous voulez la réponse réelle? Intéressant déjà. Alors, le journaliste lui dit, je veux la réponse réelle. Et il dit, oui, on va le faire. Donc effectivement, il parle de plus en plus de sanctions. C'est pas 5% ou 10%, ça, ce n'est pas... Et vous vous rappelez qu'il disait, nous avons quelque chose qui s'appelle un océan entre nous, parlons de l'Europe. Pourquoi payons-nous des milliards de dollars de plus que l'Europe? Il a, avant même son entrée en fonction, il a dit, l'OTAN, si vous voulez continuer l'OTAN et qu'on vous protège, il faut payer beaucoup plus que vous ne payez, au moins 5% de votre PIB, etc. Il va y avoir quoi sur l'Europe, à votre avis? Il va y avoir aussi une offensive trumpienne, comme on l'a vu ailleurs? Bien sûr. De toute façon, Trump avait annoncé, dans le cadre de la campagne électorale, qu'il envisageait d'imposer des tarifs pour supprimer l'impôt sur le revenu aux États-Unis. Je rappelle que c'était le fonctionnement du gouvernement avant 1913 était entièrement financé par des tarifs douaniers.
L'impôt sur le revenu fédéral. Il n'y avait pas d'impôt sur le revenu avant 1913. Ouais. En fait, 1913-1914 se crée à la fois l'impôt sur le revenu fédéral avec le département de l'ARS, Internal Revenue Service, et la Federal Central Bank. Nous vivons avec des institutions économiques comme les banques centrales qui sont en fait relativement récentes. Ça, c'est un retour. Les tarifs douaniers pour faire fonctionner le gouvernement, c'est un retour à des fondamentaux économiques qui existaient dans la première partie de l'histoire des États-Unis, qui était une stratégie hamiltonienne. Reste à savoir s'ils seront efficaces et s'ils peuvent arriver à supprimer l'impôt sur le revenu. Ça me paraît quand même énorme. Je crois que maintenant on est vraiment dans le domaine de l'extraordinaire. Donc tout ça a été prévisible. Maintenant, ça fait aussi partie d'un très grand plan d'ensemble, qui est la signification profonde de l'élection de Donald Trump. C'est une concentration sur le homeland, sur la patrie, sur le territoire américain, au détriment de l'expansion illimitée de l'Empire américain. C'est-dessus, c'était encore une fois extrêmement clair. Venez vous installer, il l'a même dit à Bernard Arnault, venez vous installer aux États-Unis, faites vos entreprises aux États-Unis, etc., etc. Et on voit bien que l'Europe est mise face à ses responsabilités là-dedans. Oui, et d'ailleurs, sur l'économie, c'était un petit peu, je dirais que les tarifs douaniers ont pour but d'avoir un petit peu le même effet qu'ont eu à titre pervers les sanctions contre la Russie, qui a permis en fait à la Russie de rapatrier la totalité de ses entreprises en Russie. L'idée, c'est quand même de rapatrier la production. Et ça a servi les Russes, comme on sait, et comme on voulait nous mettre à genoux l'économie russe, enfin nous. Notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire, on a vu les résultats. On va continuer d'en parler avec Renaud Bochart, on va continuer à parler de l'USAID avec Gregor Pupink, directeur du Centre européen pour le droit et la justice. C'est absolument fascinant ce qui se passe et encore une fois, ça nous concerne. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Alors, on parlait du tsunami Trump-Musk, de l'ouragan, de ceux qui disent c'est pas possible, c'est terrifiant, il détruit l'Amérique, et d'autres qui disent non, il est en train de la reconstruire. En attendant, on va parler justement de cette USAID. Alors, voici ce que disait Mike Pence là-dessus. Il disait... L'USAID n'est pas une organisation d'aide. L'USAID signifie Agence américaine pour le développement international. Elle développe toutes les organisations militantes dans les pays étrangers que le département d'État met en place pour gagner en influence. L'USAID a été créé pour être un centre qui organise toutes les différentes opérations clandestines à l'étranger. C'est toujours l'essayiste Mike Pence qui parle. Son budget est de 50 milliards de dollars annuels. L'ensemble de la communauté du renseignement ne dispose que de 72 milliards de dollars. Et il termine, c'est plus que la CIA et le département d'État. Donc, dit-il, c'est plus que le budget de la CIA et du département d'État. C'est un acteur qui vient en aide au Pentagone, au département d'État et à la communauté du renseignement. Gregor Pupink, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, je rappelle, vous êtes directeur du Centre européen pour le droit et la justice et vous avez déjà reçu et toujours avec plaisir. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ou cette description du l'USAID de Mike Pence Oui, bonjour. Oui, je suis parfaitement d'accord. USAID est une organisation, est une agence des États-Unis fondée dans les années 60. Pour servir de levier d'influence dans le monde entier à la politique américaine au moyen du dollar, au moyen du financement de projets, de programmes officiellement d'aide. Mais il faut bien comprendre que l'aide est toujours conditionnée. Ce n'est jamais une aide gratuite. Les États-Unis, donc depuis les années 60, sont engagés dans cette démarche d'influence. Officiellement, bien sûr, c'est pour aider au développement des pays, pour aider à leur stabilisation. À l'époque, pendant la guerre froide, c'était pour contrer l'influence communiste, en particulier dans les pays en voie de développement. Mais toujours une aide conditionnée à l'adoption de politiques nationales. Ça veut dire on vous donne tant de milliards, tant de dizaines de millions à tel gouvernement, à condition que vous fassiez ceci ou cela. Vous voulez dire qu'ils posaient leurs conditions déjà, ils posaient leurs conditions.
Toujours. L'agence, oui. L'agence pose ses conditions et selon les époques, les conditions évoluent. Ça veut dire que dans les années 60, c'était beaucoup des conditions relatives au contrôle démographique, limiter les naissances au Nigeria, au Pakistan, etc., au Pérou. Et aujourd'hui, les conditions sont plutôt relatives à la promotion du féminisme, à la promotion de la culture woke, les questions d'égalité, LGBT, etc. Donc, les priorités de la politique américaine en termes d'influence culturelle évoluent, mais le moyen reste le même, le conditionnement de l'aide au développement à l'adoption de politiques. Mais on peut dire que les USA ne sont pas les seuls à faire ça. L'Union européenne, bien sûr, le fait aussi, bien sûr. Mais alors justement, vous dites ça, Grégoire Pupink, et je ferai évidemment intervenir aussi Renaud Bochart, on l'a fait. Mais quand par exemple un Robert Kennedy Jr. Dit, qui n'est pas encore ministre de la Santé, on verra s'il le devient, mais dit oui, mais écoutez, ça a servi aux opérations de Maïdan en 2014 pour déstabiliser le régime à l'époque ukrainien en place avec l'aide de la CIA. Et il dit que USAID a joué un rôle central, dit-il là-dessus. Quand Elon Musk dit oui, on est en train de regarder tout ce qu'a fait l'USAID a participé d'une certaine manière, je ne dis pas de manière active ou de manière plus feutrée ou cachée, pratiquement il est arrivé à la construction de Biolab en Ukraine et aussi aux essais au laboratoire de Wuhan dès 2019 du Covid-SARS virus. Est-ce qu'ils vont pas un peu loin, ça, quand même? Pas du tout. Non, je pense que c'est parfaitement crédible. Il faut comprendre que USAID n'agit pas seul. C'est un budget considérable. USAID est le bras officiellement d'aide humanitaire de l'action politique extérieure américaine, en particulier de la CIA. Et c'est une action politique qui demeure à travers et par-delà les alternances démocrates républicaines aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle généralement l'État profond, le deep state, c'est-à-dire la continuité de la politique étrangère américaine pour la défense des intérêts américains. Donc oui, USAID sert à mettre en œuvre cette politique sous couvert d'aide au développement. Et ensuite, USAID elle-même agit sous couvert de fondations et d'ONG. Donc à la fin, vous avez sur le terrain des ONG officiellement privées dont les États-Unis ne sont pas responsables et qui agissent en fait avec l'argent de USAID, qui lui-même agit avec l'argent du gouvernement sur instruction de qui lui-même agit avec l'argent du contribuable. Voilà. Et donc vous avez en fait une double couverture. Et à la fin, c'est une simple officiellement ONG qui sur le terrain agit pour mettre en œuvre la politique étrangère américaine. Et ils font ça évidemment en Europe centrale, de façon très importante, en Ukraine. Mais aujourd'hui, on peut dire aussi que l'un des terrains d'action importants de cette politique, c'est les Balkans. La Macédoine, l'Albanie, qui sont un nouveau terrain stratégique important pour l'avenir de l'Europe. L'idée étant maintenant de faire basculer les Balkans définitivement dans le camp occidental. Parce que certains pays des Balkans aussi entre l'influence slave... Russe et puis les Russes. Oui, mais alors Grégoire Pupink, juste question, je poserai la même question à Renaud Bochart. Mais si la politique était inchangée, comment vous expliquez que pour la première fois, quand même, l'actuel pouvoir en place, mais il démolit complètement, il dit tout sur ce que vous êtes en train d'expliquer, ce qu'on parlait aussi avec Renaud Bochart, il est en train de dire voilà ce que fait le SAID. C'est-à-dire, si on en parle aujourd'hui, c'est que tout est en train d'être mis sur le tapis. Alors normalement, ceux qui défendent la politique américaine à l'étranger, c'est pas ce qu'ils devraient faire en premier, si on était dans le cynisme continu. Il faut comprendre qu'il y a USAID, c'est une action, c'est le deep state, c'est une action idéologique dans la durée, qui a pendant des décennies financé à dizaines de millions de dollars des programmes de contrôle démographique, de stérilisation forcée, y compris par exemple au Pérou, 314 000 femmes péruviennes stérilisées dans les années 90 avec l'argent de CID. Stérilisation, même en Tunisie, mise en œuvre par un médecin français, le docteur Pierre Simon. Il y a eu des exemples, 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 il y a eu des exemp
Oui, au Vietnam, voilà, donc une politique d'influence, d'abord démographique, maintenant culturelle, mais c'est toujours lié. Et que ce soit Trump ou Musk, ils n'aiment pas ce wokisme. Oui, ils sont même violemment contre. Ils sont violemment contre. Ouais. Et ils ont face à eux un nid c'est comment dire, c'est le levier, c'est l'instrument, c'est l'une des armes principales américaines, quand même 40 milliards par an, c'est 40 000 millions de dollars, 40 000 millions de dollars à la main que vous pouvez utiliser à travers le monde librement pour exercer une influence idéologique. Ça veut dire, vous dites aux pays africains, on vous donne 5 millions pour faire ceci, à condition que vous acceptiez telle politique. Et ça, clairement, Trump et Musk sont contre cette forme de colonialisme idéologique, contre pour leur propre pays, et ils pensent en plus que c'est une perte d'argent. Il faut se souvenir que lors du précédent mandat de Trump, déjà, il s'était heurté à la CIA. Il avait essayé de mettre certains de ses hommes au pouvoir à la direction de la CIA, et pour lui, la CIA était vraiment une poche de résistance à sa politique. Donc, et même une poche de déstabilisation, puisqu'ils ont tout fait, on le sait, avec la soi-disant collusion russe, avec le FBI et autres pour l'impeacher, comme on dit aux États-Unis, enfin le destituer. Renaud Beauchard, au fond, est-ce que ce que dit Gregor Pöpping, est-ce qu'on voit, est-ce que donc c'est une véritable rupture, quand même, une rupture, je dirais presque, qualitative et plus que ça, avec la politique depuis des décennies des USA? Oui, de toute façon, alors disons que là, on révèle des choses qu'un certain nombre d'initiés savaient quand même. Mais on va véritablement avoir une transparence complète sur les activités, sur d'abord ce qui est payé, ce qui est versé et ensuite à qui. Oui, à tel ou tel État, telle ou telle ONG, tel ou tel, etc. Oui. Donc vous allez avoir la lumière complète sur tous les agissements de USAID. Il faut quand même savoir en même temps qu'USAID a quand même toujours été une entreprise idéologique. D'abord, c'est une agence fédérale qui a été créée en 1961 sous l'administration de JFK. Ça a toujours eu des buts quand même d'ingénierie sociale. Un des inspirateurs de USAID, c'était le sociologue américain Talcott Parsons. C'était quand même déjà notamment sur la sociologie, sur la famille, sur la santé reproductive. Mais vous avez eu quelque chose qui s'est développé de manière plus récente, dans le cadre de cette nouvelle guerre froide et dans le cadre de cette fameuse guerre contre la désinformation, qui est en fait une guerre informationnelle et qui est un affrontement de propagande occidentale et non occidentale. Vous avez eu une extrême concentration de moyens d'influence politique et de subversion de régime, et particulièrement en Europe centrale et en Europe de l'Est, qui sont devenus le nouveau point chaud de la planète. On va en parler tout de suite et je crois que nous avons un appel. Un appel de Philippe de Narbonne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe de Narbonne. Eh bien, je voulais revenir un petit peu sur, les propositions de Trump de supprimer les impôts. Mais bien sûr, il y a une autre façon de faire et Trump a été élu pour ça et il va le faire. Regardez ce qui se passe, en Argentine avec le Javier nouveau Milei, président. Voilà, avec des résultats faramineux. Et en arrêter à vouloir, affaiblir le peuple se gavait. Voilà, qui se gavait de l'état profond. Moi je suis très content, et ça on ne l'entend pas assez sur les ondes à la télévision, que beaucoup, je pense, sommes contents que Trump, veuille changer les choses, car effectivement, au final, l'important c'est le peuple et non pas l'oligarchie. Certes, et écoutez, on va, en tout cas, ça c'est sûr, et on va voir qui va défendre le peuple et qui défend l'oligarchie, en France aussi, parce que beaucoup de choses à dire là-dessus. Je voulais simplement revenir, le porte-parole de Trump, comment elle s'appelle, Kathleen Fenwick, je crois, je ne sais pas, pardon ? Leavitt.
Oui, voilà. Elle a dit ceci par rapport des priorités de l'USAID. On en parlait de l'USAID. Elle donne des exemples, petits exemples. 1,5 million de dollars pour faire progresser effectivement, equity, inclusion, etc., diversity sur les lieux de travail ou en Serbie. 32 000 dollars pour une bande dessinée transgenre ou au Pérou. Par exemple, c'est quand même très intéressant et elle donne comme ça un certain nombre d'exemples qui sont assez hallucinants. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à faire avec les milliards, mais il y a quand même eu une espèce et si vous voulez, Grégoire Pupink, encore une fois, il y a quelque chose qui se passe quand même, qui, à ma connaissance, ne s'est pas passé aux États-Unis, je ne parle pas de l'Europe, depuis la fondation de l'AID dans les années 60, etc. C'est-à-dire que, en fait, le bras armé, en tout cas tel qu'il existait, il y aura peut-être un autre bras armé, mais celui-là est en train de se faire sectionner sérieusement. Oui, je pense c'est une révolution importante. C'est un changement brutal, comme c'est le faire Donald Trump. C'est aussi une décision, je pense, nécessaire de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, d'arrêter la machine et de dire maintenant on va regarder clairement ce que cette agence a fait avec tous ces milliards et surtout son néocolonialisme, son interventionnisme idéologique et aussi géopolitique dans les pays en particulier d'Europe de l'Est. Donc c'est une décision importante. Reagan, déjà, avait pris à l'époque quelques décisions de ce genre, en décidant d'arrêter justement les questions les financements sur le contrôle démographique dans le reste du monde, et en révélant au public des documents confidentiels, notamment le rapport Kissinger sur le contrôle démographique et l'engagement de la politique américaine en ce sens. Donc il y a eu à l'époque de Reagan ce précédent de mise à jour de politiques vraiment, je dirais, scandaleuses et qui ont beaucoup choqué l'opinion américaine. Et maintenant, on arrive à une nouvelle étape avec Trump, où il va y avoir une nouvelle révélation. Évidemment, on s'attend à beaucoup de choses concernant le Covid. Ça va être intéressant pendant les prochaines semaines de suivre cela de près. USAID, vous m'avez posé la question, est-ce que USAID a pu financer des laboratoires en Chine ou ailleurs? Oui. Moi, ce que je c'est que sur la base de nos recherches, on a vu que USAID, effectivement, a financé énormément de programmes de recherche en général, y compris des programmes de recherche réalisés en lien avec l'OMS, toujours sur les questions de contrôle démographique, notamment des vaccins stérilisants. Vaccins stérilisants, recherche pour les vaccins stérilisants réalisés dans le cadre du programme de population humaine abrité par l'OMS et financé largement par des fondations privées du genre Warren Buffett, Gates et USAID. Donc il y a des recherches en termes d'instruments de régulation démographique qui ont été financés par USAID, entre autres. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait eu d'autres recherches, évidemment. Bien sûr. Écoutez, en tout cas, à mon avis, tel que c'est parti, tout ça va être révélé, dit et exposé, et on verra la suite. On en parle tout de suite avec Renaud Bochart et vous-même, Grégoire Pupink, après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous continuons de parler effectivement de ce qui se passe aux USA après 15 jours de Trump et Musk, pour ne parler que d'eux, et on parle surtout de ce scandale planétaire de l'USAID. Donc nous sommes avec Renaud Bochart, qui est ancien professeur associé à l'American University Washington College of Law à Washington. Il est franco-américain, il vit à Washington. Et il est l'auteur de l'assujettissement des nations controverses autour du règlement des différents États et investisseurs. Et nous sommes avec Grégoire Pupink, directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Et nous parlons de cette USAID qui, je le rappelle, plus de 40 milliards de dollars en 2023. Ça continue aussi. Il est dans plus de 100 pays où il a dépensé, tout en maintenant des bureaux dans le monde entier et 10 000 membres du personnel, la fameuse USAID. Mais Renaud Bochart, moi je voudrais peut-être, et je poserai aussi la question à Grégoire Pupink, et maintenant et surtout demain, parce que, bon, très bien, alors il a fait cette espèce de tir en rafale depuis pratiquement avec une mesure par heure dans tous les domaines, depuis 15 jours,
mais il ne peut pas y avoir de réaction. Comment vous voyez, sans jouer aux marques de café, sans jouer aux voyants, l'avenir? Est-ce que franchement, cet état profond ne va pas disparaître comme ça, comme une termitière? Qu'est-ce qui peut se passer? Comment ça va se passer dans les mois à venir, disons? Comment on peut envisager les choses? Il y aura des tentatives de réaction et on a déjà annoncé un certain nombre de stratégies juridiques, d'actions en justice, mais il semble, c'est ça qui était assez étonnant, il y a eu un article du New York Times justement qui consultait un certain nombre de juristes, notamment sur les licenciements, tout ça, oui. Sur la fermeture de USAID particulièrement et les licenciements à USAID dans le cadre de la politique étrangère. Et en fait, tous les juristes semblaient dire, mais en fait, l'exécutif semble avoir un droit de licenciement à volonté sur son administration. Donc, il semblerait que pour ce qui est des recours juridiques, pour l'instant, ils n'ont pas la solution. Il est clair que pour l'instant, ils sont un grand nombre de membres de démocrates ou de progressistes et a fortiori de fonctionnaires fédéraux sont assez tétanisés par ce qui est en train de se passer. Ça fait partie de la stratégie. Donc, pour l'instant, on dirait qu'ils sont assez atones. Maintenant, alors, on a vu aussi, alors c'est ça dans le domaine du renseignement, c'était tout à fait étonnant. Il y a eu une interview de John Brennan, qui est un ancien directeur de la CIA, tout à fait, oui. Lequel s'est vu privé de son security clearance, de sa protection, de sa protection du secret, ainsi que 51 autres hauts dignitaires des agences de renseignement, dont James Clapper et Michael Hayden, qui sont l'équivalent de Brennan, qui avaient eux corroboré la thèse du complot russe, enfin de Poutine, marionnette des Russes, quoi. Et notamment la thèse d'un complot russe dans l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Ils sont tétanisés. Brennan, l'autre jour, était vraiment terrorisé. On va avoir des révélations sur ce que font les agences de renseignement et sur les opérations, notamment de répression des opposants politiques, menées par les agences de renseignement. On appelle ça la weaponization of the US government. La weaponisation de la justice, la justice comme arme utilisée contre les opposants. Grégoire Pupink, vous, rapidement, nous arrivons en fin d'émission, on pourrait en parler pendant des heures, c'est vrai. Comment vous voyez demain, et juste un mot, comment vous voyez ce qui se passe là, les répercussions sur l'Europe? L'Europe va prendre le relais d'une partie de l'influence américaine. Lorsque Trump, déjà précédemment, avait arrêté de financer un certain nombre d'organisations, s'était déjà retiré de l'OMS, l'Union européenne avait pris le relais, des pays scandinaves avaient commencé à financer ce que les États-Unis ne finançaient plus. Donc il va y avoir une continuation on va dire, de l'engagement financier important néolibéral par l'Europe. Il y a aussi toutes les fondations américaines qui continuent à exister. On parlait de l'Open Society qui dispose de Soros, oui. Milliards, mais de la fondation Ford qui a 16 milliards de dollars de capital. Gates qui en a 70, Warren Buffett qui en a donné 36. Donc il y a encore tout cet appareil, tout cet ensemble de fondations privées qui continuent à exister, qui vont continuer à fonctionner, à exercer leur influence, mais elles n'auront plus, en tout cas autant qu'avant, le soutien de l'administration américaine pour une partie de leurs activités, lorsque ça relève d'aspects idéologiques ou en tout cas d'aspects qui sont estimés aujourd'hui comme ne correspondant pas aux intérêts américains. Donc il va y avoir un recentrage d'abord une réduction des dépenses publiques et ensuite un recentrage des investissements américains à l'étranger pour les aligner davantage sur ce que Trump estime être les intérêts américains. Eh bien, écoutez, nous allons suivre tout cela. Et merci à vous, merci Renaud Bochart, et merci Grégoire Pupink. Mais on va continuer évidemment dans les semaines et mois à venir d'en parler, parce que le jeu de domino a commencé. Il ne va pas s'arrêter là. On va pas user trop de métaphores, mais les pavés vont se faire assez nombreux dans les marigots et il faut être assez suivi. Merci.
Et si vous désirez réécouter des podcasts de cette émission en particulier, rendez-vous sur YouTube, Spotify, le site internet de Sud Radio. Et n'hésitez pas à vous abonner au compte d'André Berkoff. Allez sur X et sur Instagram, par exemple, pour suivre les annonces d'invités, quelques sondages, de l'interaction. Voilà, donnez vos avis. Vous pouvez participer aussi par téléphone, toujours, et sur les réseaux sociaux.